inscrit à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen des dossiers. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. La nécessité du soutien public pour l'émergence nationale d'une filière agricole. Le président de la République a invité de nouveau le gouvernement à impulser et à coordonner la transformation des atouts naturels que regorge notre pays, tels que la disponibilité de 80 millions d'hectares de terres arables, une hydrographie dense et d'un point de vue régional, l'expérience avérée dans la production du riz, du manioc, des pommes de terre, du maïs dans certains territoires. Bien que la libre concurrence soit la règle qui prévaut dans notre système économique, le président de la République, chef de l'État, a estimé que le gouvernement peut progressivement orienter certains achats publics, notamment ceux liés aux produits agricoles, vers les producteurs agricoles locaux. Il a insisté que l'objectif poursuivi est d'accompagner une révolution agro-industrielle nationale. D'une part, en garantissant à nos producteurs agricoles l'accès à des marchés publics qui devront énoncer bien en avance leurs besoins en termes de quantité, de qualité et de conditionnement. D'autre part, pour favoriser l'éclosion d'une filière agricole nationale qui devra se professionnaliser afin d'améliorer la compétitivité de ses produits. Les ministres en charge de l'agriculture, du commerce extérieur, de l'industrie, de l'économie nationale, du budget ainsi que des finances ont été chargés, sous la supervision du Premier ministre, de mettre en place une commission de travail devant analyser la possibilité d'orienter dès la fin de cette année dans la mesure du possible et en définitive à partir de l'année prochaine les achats de colis de fin d'année des produits alimentaires du gouvernement ainsi que ceux de la présidence de la République vers les produits agricoles issus de la production locale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la redynamisation du transport maritime congolais. Partant du constat selon lequel la ligne maritime congolaise totalise à ce jour plus de 2 décennies sans disposer de sa propre flotte, le président de la République a plaidé pour repenser la stratégie de cette entreprise publique en lui dotant notamment de manière performant et adéquat pour lui permettre de jouer son rôle naturel d'armement de l'État. Il est donc important, a-t-il insisté, d'accroître sa capacité de participation dans l'industrie maritime internationale et de contribuer efficacement à l'accroissement du commerce extérieur du pays. Pour y parvenir, la ministre d'État, ministre du portefeuille, ainsi que le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement, ont été chargés de présenter un projet relatif dans un délai d'1 mois au Conseil des ministres. Troisième point de la communication du président de la République, au sujet de la relance du transport fluvial. Rappelons au gouvernement que le transport fluvial présente le double avantage d'être le moins coûteux en termes de coût à la tonne kilométrique, transporté par rapport à d'autres modes de transport, et l'investissement moins coûteux. Le président de la République a chargé le gouvernement à relancer ce mode de transport. Ainsi, le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement, avec le ministre des Finances, ont été instruits à présenter au Conseil un plan de relance irrélatif. Le dit plan devrait être axé notamment sur les unités flottantes à réhabiliter composant le parc existant, mais aussi en profiter pour revaloriser l'industrie locale, entre autres les chantiers navals de la SCTP et de Chamimetal pour la construction de nouvelles unités selon les normes en la matière, de manière à desservir à la fois le fleuve et ses affluents. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la numérisation des entreprises du portefeuille de l'État en paiement sécurisé de factures de la SNEL et de la Régie des eaux. Le président de la République tient à voir toutes nos entreprises publiques tirer de nombreux avantages de la digitalisation pour une gestion optimisée devant améliorer leur performance sur de nombreux indicateurs. C'est dans cette logique qu'il a chargé la ministre d'État,
ministre du portefeuille, assisté par le ministre du numérique, de s'assurer que toutes les entreprises du portefeuille de l'État puissent produire et mettre en œuvre à court terme des feuilles de route adaptées pour leur transformation numérique respective, avec une priorisation sur tout ce qui touche à leurs finances. S'agissant spécifiquement de la Société nationale d'électricité, SNEL, et de la Régie des eaux, qui ont en commun des problèmes récurrents de trésorerie, découlant notamment de très nombreuses failles dans leur processus de collecte et de traçabilité de recettes, le président de la République a exigé qu'il soit mis en place, d'ici le 31 décembre 2022 plus tard, un système d'information intégré. Ces derniers devraient répondre aux standards internationaux qui permettront une meilleure canalisation de tous les paiements faits par les abonnés pour la consommation d'eau et d'électricité qui passe par un circuit électronique sécurisé, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. L'accompagnement du secteur bancaire, des opérateurs de télécom et plus généralement de l'ensemble de l'écosystème technologique du pays, qui comporte de nombreuses entreprises fintech, pourra consolider ces changements radicaux sous la conduite du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Intervenant à son tour, le Premier ministre chef du gouvernement, à la suite de la communication du président de la République, a d'abord souhaité, au nom de tous les membres du gouvernement, un bon retour et un prompt rétablissement au président de la République à la suite de son séjour médical effectué à l'étranger il y a quelques jours. Ensuite, le Premier ministre a déploré les drames qui ont touché la nation à la suite des différents accidents mortels et incendies. C'est ainsi qu'il a parlé de l'accident survenu au territoire de l'Ubudi, province du Lualaba, des compatriotes qui ont été victimes d'un déraillement qui a causé plusieurs pertes en vies humaines en fin de semaine dernière. À cette occasion douloureuse, le gouvernement a pris toutes les dispositions y afférentes en accord avec les autorités de la Société nationale de chemin du fer du Congo, ainsi que les autorités provinciales de la province du Lualaba, pour que tout puisse être fait. À Kinshasa, dans la commune de Mateto, quartier de Bonhomme, un incendie a provoqué dans la nuit du mercredi 16 mars 2022 des dégâts matériels considérables et la mort d'un jeune garçon. Et hier encore, 17 mars 2022, un accident mortel survenu au niveau du pont de la rivière Maïndombe a causé la mort de plusieurs compatriotes, parmi lesquels 3 députés provinciaux de la province du Kwilu, alors qu'ils effectuaient un voyage vers Kinshasa. Pour le Premier ministre, ces drames interpellent à nouveau le gouvernement de la République sur la nécessité du renforcement des mesures de sécurité dans les domaines du transport, de l'aménagement du territoire. Autant y rappelle la problématique de l'urbanisation, celle du commerce du produit pétrolier dans les grandes villes. Le gouvernement s'incline devant toutes ces victimes et sur tant d'autres et s'engage à prendre toutes les dispositions utiles à travers le ministère sectoriel concerné pour que pareil accident puisse être au maximum évité. En ce qui concerne les préparatifs du match de barrage de Léopard, prévu le vendredi 25 mars prochain contre l'équipe du Maroc, le Premier ministre a rappelé de nouveau le devoir sacré et patriotique de mobiliser la nation tout entière afin de soutenir et d'encourager les Léopards pour remporter haut la main ces défis historiques. Sur un autre point, le Premier ministre chef du gouvernement a fait un bref rapport de sa récente mission effectuée dans les provinces de Chuapa et de l'Équateur en perspective de la tenue au mois d'avril 2022 de la 9e conférence de gouverneurs prévue à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. En marge de sa mission principale, le Premier ministre s'est rendu avec plusieurs membres de l'Église catholique au sanctuaire où est enterré Isidore Bakanja, dans la perspective de la commémoration de 25 ans de sa béatification, ainsi que de la venue annoncée du pape dans notre pays. À ces propos, justement, le Premier ministre a indiqué que des commissions ont été constituées, réunissant les membres du gouvernement, les experts de la présidence de la République, les membres de la SENCO, ainsi que d'autres experts, notamment ceux de la ville-province de Kinshasa et de la province du Nord Kivu,
sera à pied d'œuvre dès le début des semaines prochaines pour assurer l'efficacité et la réussite de ces grands événements. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, représentant le vice-premier ministre en mission territoriale dans les provinces du Kwilu, Kwango et Kasaï, a présenté la synthèse de l'état du territoire national, qui reste globalement calme sur toute l'étendue, à la suite de la détermination du commandant suprême de ramener la sécurité dans tout le coin, exception faite des opérations en cours dans les provinces sous état de siège. Quant à l'état d'esprit de la population, le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il a été caractérisé notamment par le retour du président de la République, chef de l'État, c'est jeudi 17 mars 2022, la cérémonie d'ouverture des sessions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat le 15 mars 2022. En ce qui concerne la situation des provinces, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est revenu sur la clôture au Sud Kivu de la télé du programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire. Terminant son intervention par le volet de sinistres et autres catastrophes, il a évoqué les cas évoqués précédemment par le Premier ministre d'un incendie dans la commune de Matete, et pour ce qui concerne l'accident de circulation ayant entraîné la mort de plusieurs de nos compatriotes, dont 3 députés provinciaux de la province du Kwilu, le vice-ministre de l'Intérieur a fait les rapports de la mission gouvernementale qu'il a effectuée sur le lieu hier dans la soirée. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté la situation opérationnelle, militaire et sécuritaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Il a indiqué que les opérations militaires entre les forces armées et les forces armées ougandaises se poursuivent dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu contre les forces négatives. Au sujet de l'évolution de la situation à pandémie à Covid-19, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de la pandémie. Il en ressort que la baisse des nouveaux cas de contamination se conforte davantage par rapport aux semaines précédentes. Cette amélioration a permis au gouvernement d'en tirer quelques leçons, notamment, primo, la nécessité de relever le défi de faire de notre système de santé, de rendre notre système de santé plus solide à travers la mise en œuvre de la couverture de santé universelle capable de répondre à une crise épidémique soudaine. Deuxièmement, l'impératif de faire face à la faiblesse structurelle actuelle de notre système de santé pour être capable d'assurer une réduction de taux de mortalité qui oscille autour de 1,5%. Troisièmement, la nécessité de maintenir efficace les partenariats publics et privés et d'assurer la mise en place d'une combinaison d'outils, mesures barrières, traitement de cas confirmés, vaccination, car c'est cette stratégie qui a permis au gouvernement de baisser les statistiques de contamination et de stabiliser la mortalité due à la pandémie. Avant de clore ce propos, le ministre de la Santé est revenu sur l'attaque qu'a connue il y a quelques mois le convoi de Médecins sans frontières dans la province de l'Ituri et qui a occasionné le retrait de cette ONG internationale dans cette partie du pays. Le gouvernement s'impliquera davantage pour prendre des mesures concernant la protection des personnels humanitaires qui travaillent dans cette partie du pays. Et pour ce qui concerne cette attaque, une enquête sera diligentée. Prenant la parole à son tour, toujours sur ce chapitre de points d'information, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait l'économie du rapport de mission qu'il a effectué du 7 au 11 février 2022 à Doha au Qatar, avec pour but de signer l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements et des infrastructures, ce qui concrétise le mémorandum d'intention signé en février 2021 lors de la visite officielle du président de la République dans ces pays.
Il a indiqué que cet accord porte sur l'engagement des deux pays à coopérer dans les domaines des infrastructures en général et de la modernisation des infrastructures aéroportuaires en particulier. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a dit avoir noté, tant auprès de l'émir du Qatar lui-même qu'au niveau des différents ministres rencontrés, une volonté claire du gouvernement de Qatar de nouer un partenariat mutuellement avantageux avec la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a aussi fait le point au Conseil de sa participation à la deuxième édition du Forum diplomatique d'Antalya du 11 au 13 mars 2022 en Turquie, placé cette année sous le thème de réforme de la diplomatie. Plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement ont pris part à cette grande rencontre qui s'est essentiellement focalisée sur la question ukrainienne. En marge de ces assises, il a eu des entretiens avec son homologue des affaires étrangères de la Turquie pour faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays et sur la situation des Congolais en séjour irrégulier. Il a transmis à son homologue la liste des compatriotes concernés pour une prise en charge au niveau politique dans le cadre d'excellentes relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a aussi eu l'occasion de faire le point de la situation de nos compatriotes jadis bloqués en Ukraine. Ils ont pu trouver refuge en Pologne et en Roumanie. Pour ceux qui sont en Belgique et qui voudraient poursuivre leur cursus académique, il a indiqué que le président de la République l'a chargé de suivre de près cette situation pour éviter qu'il ne tombe sur des cas de discrimination. Le Conseil des ministres a pris acte de son rapport. Intervenant à son tour au sujet de l'état d'avancement des projets d'entretien de la voirie de Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté les éléments nouveaux enregistrés sur les chantiers de projets particuliers réalisés et en cours de réalisation pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers dans la ville-province de Kinshasa. Le Conseil a aussi pris acte de ces rapports. Intervenant à son tour pour clôturer ces chapitres de points d'information, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a présenté au Conseil la stratégie de rénovation et de modernisation des centres et instituts de recherche. Elle vise à permettre au pays de s'assurer des capacités infrastructurelles et matérielles, des structures et entités qui interviennent dans la gouvernance de la recherche. Considérant le faible budget alloué au ministère de la Recherche scientifique, le ministre a proposé au gouvernement une option permettant de recourir au PPP pour permettre de viabiliser ces structures. Le Conseil des ministres a approuvé l'option proposée par le ministre de la Recherche conformément à la loi portant sur le PPP. Troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé de décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé de décisions prises lors de sa dernière réunion tenue le 11 mars 2022. Au chapitre d'examen et d'adoption de dossiers, un dossier du développement, de la valorisation, de la promotion des actifs miniers. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a présenté au Conseil le dossier Congo Ressources relatif au développement, à la valorisation et à la promotion des actifs miniers de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un véhicule financier mis en place pour résoudre la problématique de la valorisation des actifs dormants des entreprises minières du portefeuille de l'État, allusion faite notamment à certains actifs qui sont tombés dans le domaine public de l'État pour défaut de paiement de droits superficiels, d'une part, et de leur incapacité de faire face aux exigences du financement des infrastructures ou d'offrir des garanties devant permettre de conclure des partenariats gagnant-gagnant, d'autre part. Elle a expliqué que cette valorisation d'actifs miniers se fera à travers le marché boursier du monde qui permettra de lever les fonds qui seront affectés à la certification de nos réserves et serviront de garantie collatérale pour le gros des investissements. Le Conseil des ministres a approuvé l'option de la création de la société Congo Ressources
Quant au mémorandum avec le groupe AJM, il n'a pas été approuvé. Il a donc été renvoyé de ses faits pour examen approfondi à la commission mixte gouvernementale qui sera créée à cet effet. Commencé à 12h56. La réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h40. Je vous remercie. Pourquoi pas moi aussi? Cette phrase exprime toute l'ambition que doit avoir la jeune écolière qui aspire à gagner sa vie grâce à ses études. Pourquoi pas moi aussi est le thème principal de la journée d'échange avec les jeunes filles élèves de 5e et 6e année des humanités secondaires organisée à leur intention à l'occasion du mois de la femme par Madame le professeur Nicole Toumba Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques dans le cadre de la fondation qui porte son nom. Du fond du cœur, merci. Merci infiniment. Merci parce que je suis heureuse de vous voir si nombreux à avoir répondu positivement à l'invitation de la fondation Nicole Boatia, FONIB en sigle. Cette réalité me conforte dans l'idée selon laquelle le mois de mars est bel et bien celui où on peut attirer le monde vers la cause de la femme. Et dans le mois de mars, il y a une journée en particulier qui est réservée aux droits de la femme. C'est quelle journée? Le 8 mars. C'est la journée de vos droits, de nos droits. Le mois de mars est bel et bien celui où on peut attirer le monde vers la cause de la femme. Surtout le monde des garçons, qui doivent regarder les filles avec respect et surtout avec un esprit de complémentarité. Parce qu'il n'y a aucun complexe ici. Ni complexe d'infériorité, ni complexe de supériorité, mais un seul complexe, le complexe de complémentarité. La cause dont je parle est celle qui permet de prétendre à un avenir rempli de promesses pour les jeunes filles qui ont besoin de modèles, de repères, de mentors qui inspirent. Mais ça tombe bien. Ça tombe bien car les grandes dames que vous voyez ici, devant vous, sont de véritables femmes inspirantes par leur parcours, au niveau de leurs études et surtout au niveau professionnel. Vous allez le voir, les entendre. C'est des femmes formidables. Chacune d'elles ici a tout de suite accepté, sans hésiter, de répondre à l'appel de FONIB autour du thème de ce jour. Pourquoi pas moi aussi? Car elles savent qu'elles ont aussi été des jeunes filles qui ont besoin de rêver, de croire en leurs valeurs, en leur pouvoir de devenir quelqu'un dans cette société, même si cela n'a toujours pas été facile, n'est-ce pas? On le sait, on va le voir. Qu'elles soient avocates, militaires, ingénieurs, pilotes d'avion, professeurs des universités, maçons, électriciennes, peintres, maman qui va au marché, maman qui cultive la terre. Ces femmes ont d'abord été des adolescentes comme vous qui ont compris que la société ne donne pas de cadeaux, n'est-ce pas? Ne donne pas de cadeaux. Et s'il ne donne pas de cadeaux, ben on va les chercher. On va arracher ce cadeau au prix de sacrifice. Tout est question de choix. Et ce choix va être celui qui va déterminer toute votre vie. Nous sommes là pour vous guider dans ce choix. Si vous vous laissez guider et si vous entendez. Et si vous allez du bon côté de la force, si je peux me permettre. En fait, il s'agit à travers ces échanges de se poser la question suivante. Moi, en tant que jeune fille, jeune écolière, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour ne pas être à mon tour une grande dame? Ou plus simplement, quelqu'un dans la vie.
Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Parce que si je vous dis qu'est-ce que je dois faire, vous savez, non? Qu'est-ce que je dois faire pour être une grande dame? Il faut faire ça, ça, ça. Mais maintenant, la question est à l'envers. Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour ne pas devenir une grande dame? Ces échanges ont été élargis aux femmes de valeur qui se sont distinguées par leurs études, leur profession et leur détermination à réussir dans la société en tant que femmes. Elles se sont succédées tour à tour à la tribune pour partager leurs expériences au bénéfice des jeunes écolières des humanités. Je suis née d'une famille modeste. Je suis née d'une famille, on était à 7, 2 sont partis, ils sont morts, nous sommes restés à 5. Et par accident, c'est-à-dire mon grand frère qui était avant moi, il est mort, il était en 3e primaire. Alors, mon frère est décédé juste en quittant l'école, en traversant l'avenue qu'on appelle l'avenue de l'université. On a taponné et il est mort. Alors, sa mort m'avait beaucoup perturbée. Je me disais toujours que quand je serai grande, je vais me battre pour qu'aucun enfant qui part à l'école, qui peut mourir par l'accident de circulation routière. Alors, ne crois pas à mes larmes, mais ça m'a donné beaucoup de force. Beaucoup de force. Alors, il s'appelait Poquelin. Et mon père aimait beaucoup son fils pour être lui. C'est-à-dire, mon père était aussi ingénieur. Alors, avec ce désespoir de mon père, il m'a motivé beaucoup. J'étais une fille dynamique. J'ai fait mes humanités à maths physique. Et mon père m'a dit, toi, tu vas être ingénieur. Il faut que tu me remplaces. Mon père était ingénieur électromécanicien. Alors, il m'a dit, tu dois être aussi électromécanicien comme moi. Moi, je dis, mais non, je vais voir si je peux être électromécanicienne ou pilote comme Mamicho ou quelqu'un d'autre. Et du coup, quand je suis allée à l'ISTA, et j'ai fait électronique industrielle. Je suis Mamicho Ponchi, comme on vous a dit, ingénieur pilote. Et j'ai un parcours de combattant. Ah oui, bravo. La déclic est venue d'un professeur. Je suis arrivée dans une province où j'avais fait les Congo profonds avant, donc j'ai fait l'école primaire à Kikwit précisément, dont je n'ai pas fait la 5e. Différemment de Thérèse, moi en 4e primaire, j'ai fait 100%. Et à l'école, ils ont voulu voir si je pouvais faire 100% en 5e aussi. Wow. Donc à la fin de l'année, on m'a donné examen d'élèves de 5e, je n'avais pas fait la 5e du tout, et j'ai fait 100% avec les élèves de la 5e. Du coup, je n'ai pas fait la 5e primaire, on m'a testé en 6e. C'était vraiment, pendant les vacances, moi, je n'ai pas voyagé parce qu'il fallait faire des tests par-ci, par-là pour que la province soit convaincue. À l'époque, c'était les zones qui soient convaincus que je pouvais passer l'examen d'État. Donc, ils ont passé toutes les réunions possibles avec mes parents. Ces échanges et enseignements ne sont pas allés dans les oreilles des sourds. Les jeunes écolières très instruites s'en félicitent. Merci à FONI pour cette activité, parce que la jeunesse actuelle a vraiment besoin de ce genre d'activité pour essayer un peu de conscientiser les jeunes filles qui sont un peu moins sûres d'elles aussi. Parce que sur ce qu'on a dit et sur des personnes haute qualité qu'on a vu nos mamans, moi, personnellement, ça m'a vraiment encouragée. Surtout parce que moi, je prends comme modèle maman Nicole. Elle est vraiment une femme forte et très battante. Alors sur ce, j'ai dit vraiment merci à FONIP de nous donner au fait cette occasion aussi de nous dire que nous aussi, on peut faire quelque chose. Merci. Ce que j'ai retenu de plus, c'est le fait que ces dames se soient donné autant de courage et elles n'ont pas eu peur de l'homme, donc du sexe opposé. Elles n'ont pas eu peur du racisme pour certaines. Elles n'ont pas eu peur du fait qu'elles soient femmes pour celles qui ont eu à faire l'armée. Et aussi, elles nous ont redonné du courage parce qu'il y a beaucoup qui vivent cette situation de tu es une femme, reste à la maison, tu dois te contenter du mariage ou quoi que ce soit.
elles sont venues nous redonner espoir, nous rebooster, nous dire que il est temps de mettre cette parité sur la table, il est temps de l'appliquer. C'est ce que moi j'ai retenu de plus et j'espère vraiment qu'elles ne vont pas s'arrêter qu'à cette petite sélection d'écoles, qu'elles prendront aussi le temps d'aller dans d'autres écoles, de sensibiliser encore plus, parce qu'il y a beaucoup dans ce monde qui vivent cette situation. Nous ne sommes pas les seuls. J'ai un rêve, je suis sûre que je vais atteindre parce qu'elles m'ont vraiment reboosté, elles m'ont encore plus poussé. Mais alors j'espère que les autres vont aussi accomplir leurs rêves. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée la cérémonie. La présidente des FONIP s'y construit l'essence profonde de ces échanges. Le mois de mars, c'est effectivement le mois de la femme. Mais dans la femme, il y a aussi la jeune fille. Et sans ne pas avoir une pensée pour nos mamans, je me suis dit que les filles devaient aussi être à l'honneur. Et dans cet honneur, c'était quoi? C'est confronter les filles les jeunes filles, les écolières de 5e et de 6e secondaire, les confronter à leur avenir. En écoutant des témoignages de grandes dames qui se sont distinguées par leurs études ou par leur profession. Et on s'est dit que ça peut les inspirer. Parce que c'est vrai que quand elles quittent l'école secondaire, elles sont souvent désorientées. Et pourquoi pas, nous, les mamans, leurs mères, les grandes dames, les femmes inspirantes, on peut les guider, les inspirer à leur tour pour devenir quelqu'un. C'était ça vraiment l'objectif de cette matinée d'échange. C'est par la ville de Bukavu que Hilaire Kassousa Kikobia a décidé d'entamer ses vacances parlementaires à son arrivée. Plusieurs centaines de membres et sympathisants de l'AFDCA lui ont réservé un accueil triomphal. Ici, l'élu de Chabunda s'est entretenu avec les différents responsables de son parti en sa qualité du secrétaire national en charge de la province du Sud-Kivu autour de la situation politique de cette province. Après son bref séjour à Bukavu, Hilaire Kassousa prend la direction du territoire de Chabunda, son fief électoral. C'est ici où j'ai été élu. Tout à fait évident que je revienne de vivre l'ambiance de la famille, de mon territoire, et évidemment échanger pendant ces vacances parlementaires avec les différentes couches. Nous sommes tous derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est derrière un programme géant de la reconstruction de 145 territoires où nous sommes inscrits. Et la FDC s'est décidé de rester à côté du président de la République, de faire en sorte que demain après-demain, nous puissions élire massivement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi notre autorité morale et le président du Sénat et le professeur Modeste Bahati. Mais bon, puis du reste, j'ai mis à cœur le problème du territoire des Champs. Nous sommes convaincus, en conjuguant les efforts ensemble, de faire quelque chose pour l'intérêt de cette enfant. On va faire de sorte que la jeunesse soit unie avec une activité sportive. Nous devons faire de sorte qu'il y ait un tournoi sportif et arriver à organiser une sélection du territoire des Chabunda. Désormais, qui ferait des voyages en dehors de ce territoire pour qu'on parle désormais des Chabunda dans le domaine du sport. Aussitôt arrivé, et après un accueil digne d'un prince, lui réservé par sa base naturelle, il s'est adressé à la population de Chabunda natale, au siège administratif du territoire. Devant une foule immense venue l'écouter, Hilaire Kassousa a sollicité une minute de silence en mémoire des victimes du dernier crash d'avion survenu à Chabunda, avant de faire rapport de son travail abattu pendant son séjour à Kinshasa. Hilaire Kassousa dit avoir été sur tous les fronts pour des solutions aux difficultés que traverse son territoire natal. Le mauvais état de la route Bukavu-Chabunda, Banyampongo, longue de près de 370 km, et la problématique des payes des agents de l'État qui sont obligés de parcourir des kilomètres pour toucher leur salaire à Bukavu, au lieu de Chabunda. À cette même occasion, l'élu de Chabunda a encouragé la population à faire de l'agriculture et l'élevage leur priorité, afin de booster le développement de ces territoires conformément à la vision du chef de l'État. Avant de boucler son adresse,
Hilaire Kassousa a lancé un appel à toute la population de son territoire de s'arranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'autorité morale de l'AFDCA, le professeur Modeste Bahati Lukwebo.